J'étais assise à mon bureau, en train de passer en revue les dossiers de location pour mon immeuble du centre-ville, lorsque mon téléphone s'est mis à vibrer avec insistance. Un appel vidéo de ma cousine cadette, Amy, s'afficha. Son visage paraissait tendu, ses yeux bougeaient nerveusement, comme si elle avait quelque chose d'urgent à me dire. « Maya, tu regardes le chat familial ?» demanda-t-elle d'une voix basse, presque un murmure. « Je l'ai mis en sourdine il y a 6 mois, répondis-je, intriguée. « Tu dois voir ça, insista Amy, serrant son téléphone un peu plus fort. « Maman prévoit le dîner de dimanche, dans ton immeuble. » Et il complote. Un frisson me parcourut l'échine. J'hésitai un instant avant de réactiver les notifications. Aussitôt, mon écran fut inondé d'une avalanche de messages, de photos et même de courtes vidéos montrant l'intérieur du 842 Sterling Loft, ma propriété, mon investissement, ma fierté. Cet immeuble de 4 étages à usage mixte, je l'avais acquis avec soin 2 ans plus tôt pour 1,8 million de dollars grâce à mon entreprise de promotion immobilière. Le rez-de-chaussée abritait des commerces que je louais à de petites entreprises, tandis que les 3 étages supérieurs étaient consacrés à des logements résidentiels. Tout en lui représentait des années de travail, de nuits blanches et de planification financière minutieuse. Et maintenant, ma propre famille semblait avoir des vues dessus. Le chat explosa de messages. « Maman, réunion de famille. Nous avons trouvé une façon équitable de diviser l'immeuble de Maya. Venez tous découvrir vos nouveaux espaces. Frère Marcus, je prends le coin du 3e étage. La lumière naturelle est parfaite pour mon atelier d'art. Sœur Vanessa, le 2e étage me convient mieux, surtout avec les enfants. Pratique, proche de l'entrée, idéal pour nos allées et venues quotidiennes. Maman, ton père et moi occuperons le penthouse du 4e étage. Et bien sûr, Maya, le rez-de-chaussée commercial t'appartient. » Mes doigts restèrent suspendus au-dessus de l'écran. Rez-de-chaussée. Local commercial. À moi, disait-il. Mais derrière ces mots, je percevais clairement le message non dit: nous avons décidé de la manière dont tu vivras, de ce que tu contrôles, contente-toi de suivre le mouvement. Les images des appartements défilaient sous mes yeux. Le studio de Marcus, au 3e étage, baignait dans la lumière du jour qui traversait de larges fenêtres un espace que j'avais imaginé, un jour, transformé en mon propre bureau. Le 2e étage de Vanessa paraissait chaleureux, empreint des ombres de ses enfants jouant dans les couloirs, leur rire figé sur des photos capturées à la volée. Et le penthouse, l'appartement luxueux du dernier étage que mes parents s'apprêtaient à revendiquer, tout ce que j'avais prévu pour la croissance de ma propre famille était désormais redessiné par d'autres. Amy me regardait attentivement à travers son petit écran. Ils sont sérieux, Maya. Ils pensent que c'est juste. Mais ce n'est pas une question d'équité. C'est une question de contrôle. Je m'enfonçai dans ma chaise, submergée par un mélange d'incrédulité, de colère et de trahison. L'immeuble pour lequel j'avais tant travaillé chaque brique, chaque bail soigneusement négocié était en train d'être morcelé pour satisfaire les caprices familiaux. Et le dîner de dimanche ? Ce n'était plus un simple repas, c'était une prise de pouvoir, une mise en scène destinée à affirmer leur domination et à tester mes limites. Je fermai un instant les yeux, imaginant le week-end à venir, ma famille déambulant dans mon immeuble, s'appropriant des espaces que j'avais rêvé d'occuper. Un projet qui aurait dû m'appartenir entièrement se trouvait désormais exposé dans le chat familial, avec photos, annotations et commentaires rendant chaque décision préméditée, calculée. La voix d'Amy me ramena à la réalité. Tu dois réagir. Ne les laisse pas réorganiser ta vie comme s'il s'agissait de meubles. Je serrai les poings, le cœur battant à tout rompre. Ce n'était plus une simple dispute familiale. C'était une véritable invasion de mes limites personnelles et professionnelles. Et dimanche ? Dimanche marquerait le premier acte. Elle travaille de toute façon à distance. Un grand bureau n'est pas essentiel pour elle. Mes doigts se crispèrent autour du téléphone tandis que je faisais défiler les messages sans relâche, submergé par un mélange d'incrédulité et de frustration croissante. Chaque message semblait plus intrusif que le précédent, dessinant peu à peu le portrait d'un droit acquis auquel je n'avais jamais consenti. « Papa, nous avons déjà réparti les places de stationnement. Marcus en aura 2, une pour sa voiture, une autre pour sa moto. Vanessa en aura 3,
pour son minivan et les visiteurs occasionnels. Maya ne conduit pas souvent, donc elle prendra la petite place à l'arrière. Tante Linda intervint, la voix ravie, c'est incroyablement généreux de la part de tout le monde. Maya doit se sentir chanceuse d'avoir toute la famille ici près d'elle. Le message de Marcus suivit, empreint d'une fierté presque arrogante, enfin, notre famille obtient une véritable empreinte immobilière. Maya a acheté l'immeuble, mais en réalité, il appartient à nous tous. Je restais figée, les yeux rivés à l'écran. Il appartient à nous tous ? Ces mots résonnaient dans mon esprit, aigus et désorientants. Mon sanctuaire, mon investissement, ma propriété patiemment construite soudain décrite comme un bien commun, comme si des années d'efforts et de sacrifices financiers n'avaient aucune valeur. La panique se mêla à la détermination. J'appelai immédiatement Devon Wright, mon gestionnaire immobilier, espérant y trouver un peu de clarté, un repère, quelqu'un de mon côté. Devon, est-ce que des membres de ma famille se trouvent actuellement dans le 842 Sterling Loft ? Demandai-je d'une voix tendue. Oui, Maya, répondit Devon prudemment. Ta mère a appelé hier, affirmant qu'elle était propriétaire de l'immeuble et qu'elle avait besoin d'y accéder pour une réunion de famille. Je lui ai rappelé que seul toi avais l'autorisation, mais elle a insisté, disant que c'était urgent. Je restai pétrifié, incrédule. Accès ? Des clés ? Où a-t-elle eu les clés ? Elle a affirmé que tu les lui avais données il y a plusieurs mois, ajouta Devon, une note d'incertitude dans la voix. Je n'ai vu aucune autorisation officielle. Ma mâchoire se crispa, mes muscles tendus sous la colère qui montait peu à peu. Comment cela avait-il pu arriver ? Comment les personnes censées m'aimer pouvaient-elles pénétrer dans une propriété que je possédais légalement et se comporter comme s'il s'agissait d'un bien public ? Je me laissai tomber contre le dossier de ma chaise, essayant de calmer le flot désordonné de mes pensées. L'immeuble, jadis symbole d'indépendance et de réussite professionnelle, semblait désormais vulnérable, une scène ouverte à l'intrusion et à la manipulation familiale. Je les imaginais déjà arpentant mes couloirs, s'appropriant des recoins que j'avais soigneusement conçus pour des locataires, des clients, ou mes propres projets. Les messages continuaient d'affluer, les notifications s'empilant sans répit. Chacun d'eux rappelait que mes limites avaient été ignorées, mon autorité remise en question, ma propriété bafouée. Vanessa envoyait des photos de ses enfants courant dans les couloirs que j'avais loués, Marcus repérait des emplacements auxquels il n'avait aucun droit, et mes parents dessinaient des plans pour le Penthouse que j'avais toujours imaginé pour mon propre avenir. Je savais qu'il fallait agir immédiatement. Je posai mon téléphone, puis le repris pour appeler mon avocat immobilier, James Park. Sa voix posée au bout du fil fut comme un fil ténu de réassurance. Maya, nous allons arrêter cela avant que la situation ne dégénère davantage, dit-il. Nous devons sécuriser la propriété et faire valoir tes droits légaux. Je passai une main sur mon visage, inspirant profondément, d'un souffle irrégulier. Ce n'était plus un simple désaccord familial, c'était une intrusion totale dans tout ce que j'avais bâti, émotionnellement comme professionnellement. Et pourtant, une stratégie commençait à se former, un plan pour reprendre le contrôle, protéger mon investissement et affirmer les frontières qu'il semblait si prompt à effacer. Les avertissements d'amis résonnaient encore dans mon esprit, ne les laisse pas réorganiser ta vie comme des meubles. Elle avait raison. Et désormais, il n'était plus question de reculer. J'avais donné à ma mère une clé d'urgence l'année précédente, lorsque je me remettais d'une opération et que j'avais besoin de quelqu'un à proximité en cas de complications. Mon père devait la rendre une fois ma guérison terminée. Il ne l'avait jamais fait. Cette petite négligence, que j'avais alors jugée sans importance, me brûlait maintenant la poitrine comme une trahison que je n'avais pas su prévoir. James, dis-je au téléphone d'une voix maîtrisée mais tranchante, je te veux au 842 Sterling immédiatement. Amène la sécurité. Ma famille est dans ma propriété, s'appropriant les lieux et les divisant comme s'il s'agissait d'un bien collectif. J'arrive dans 15 minutes. Ne confronte personne avant mon arrivée. Je refermai brutalement l'ordinateur portable, glissai les documents de propriété et les papiers notariés dans une chemise que je rangeai dans mon sac. Chaque seconde semblait un compte à rebours. Sur la route, j'avais du mal à me concentrer tant mes pensées tourbillonnaient entre incrédulité et colère. Alors que j'atteignais le premier feu de circulation, mon téléphone vibra de nouveau.
Un message d'amis s'afficha. Il mesure les pièces, compare les superficies et discute des budgets de rénovation. Ta mère fait visiter à tout le monde, comme si c'était une journée portes ouvertes. Les muscles de ma mâchoire se contractèrent. Mesurer les pièces. Prévoir des rénovations. Faire des visites. Ce n'était pas de l'audace, c'était de la préméditation. Ils n'agissaient pas comme des invités égarés, mais comme de nouveaux propriétaires se préparant à prendre possession des lieux. Lorsque je tournai sur Sterling Avenue, la façade de briques familière de mon immeuble apparut enfin. Le soleil se reflétait sur les vitres polies, les mêmes que j'avais fièrement dévoilées lors de la cérémonie d'inauguration, 2 ans plus tôt. Cet endroit devait symboliser le début de quelque chose de durable, un héritage, pas une foire familiale. James m'attendait devant l'entrée lorsque j'arrivai, le visage calme mais grave. 2 agents en uniforme de Sentinel Property Service se tenaient à ses côtés, vigilants et professionnels. L'air semblait chargé d'une tension silencieuse. « Je t'ai appelé dès que j'ai été mis au courant », dit James en resserrant la main sur sa mallette en cuir. « Ils sont toujours à l'étage. »« Tu es prête ?» J'acquiesçai, sortant la seule clé qui comptait, celle enregistrée à mon nom en tant que propriétaire légal. La serrure céda dans un clic net et définitif, semblable au coup de marteau d'un juge. Lorsque la porte s'ouvrit, une vague de son se déversa dans le hall, des rires, le cliquetis de vaisselle, des bribes de conversation détendues. Les voix de ma famille descendaient des étages supérieurs, résonnant contre les murs de marbre. Ils semblaient, à l'aise. Installés. Comme s'ils étaient chez eux. « 2e étage, murmurai-je. Mes talons frappaient les marches avec un rythme précis, chaque pas mesuré, chaque respiration contrôlée. James me suivait de près, tandis que les 2 agents se positionnaient près de l'entrée, prêts à intervenir. Lorsque nous atteignîmes le palier, je m'immobilisai un instant. La porte du plus grand appartement était grande ouverte, et à l'intérieur régnait un chaos déguisé en célébration. 15 personnes occupaient la pièce. Mes parents se tenaient près des fenêtres, discutant avec animation avec mon oncle. Marcus était penché sur un plan étalé sur le comptoir, se disputant avec Vanessa au sujet de l'emplacement des cloisons. Mes cousins, assis par terre avec des sodas à la main, faisaient défiler des tableaux Pinterest sur la décoration intérieure. Et dans un coin, ma mère trônait comme l'hôtesse d'une grande réception familiale. Des tables pliantes formaient un buffet improvisé. Des plateaux de sandwich, des assortiments de fruits et des bouteilles d'eau pétillante couvraient la surface. Elle souriait fièrement, comme si elle présentait un cadeau plutôt que de s'introduire illégalement dans l'investissement de sa fille. L'odeur du café fraîchement préparé se mêlait aux effluves encore présents de peinture neuve, issus des travaux de rénovation que j'avais commandés quelques semaines plus tôt. L'ensemble rendait la scène encore plus irréelle, comme si 2 réalités venaient de se heurter. James se pencha légèrement vers moi. « Tu n'exagérais pas » murmura-t-il, d'un ton grave. « Non », répondis-je calmement, les yeux fixés sur ma mère qui disposait des serviettes comme si elle aménageait son propre domaine. J'aurais préféré que ce soit le cas. Elle se retourna alors, m'apercevant dans l'embrasure de la porte. Son sourire vacilla une fraction de seconde avant qu'elle ne reprenne contenance. « Maya, tu arrives juste à temps. » Nous étions en train de discuter de la façon de rendre l'espace plus accueillant pour la famille. La pièce se figea. Tous les regards se tournèrent vers moi. Les rires s'éteignirent, remplacés par une tension si dense qu'elle semblait presque palpable. Je fis un pas en avant, déposant mon sac sur le comptoir, à côté de leurs assiettes de nourriture à peine entamées. « Intéressant », dis-je d'une voix égale. Parce qu'à ma connaissance, cet espace n'est pas ouvert aux événements publics ni aux invasions familiales. Le sourire de Marcus s'effaça. Vanessa détourna le regard. Mon père se racla la gorge, sans trouver un mot à dire. James s'avança pour se placer à mes côtés, posant sa mallette avec un bruit sourd et mesuré. Les 2 agents restèrent près de la porte, témoins silencieux de l'absurdité qui se déroulait sous leurs yeux. Et tandis que je regardais autour de la pièce ces visages qui autrefois incarnaient le réconfort, l'appartenance, le lien du sang, je compris qu'il ne s'agissait pas simplement d'un différend immobilier. C'était une déclaration. Un rappel brutal que, parfois, les personnes en qui l'on a le plus confiance se sentent en droit de réclamer des fragments de votre vie qu'elles n'ont jamais contribué à construire.
Marcus arpentait un coin de l'appartement, tenant un mètre ruban comme un chef d'orchestre dirigeant une symphonie. Il pointait les murs et les fenêtres, décrivant avec assurance comment il imaginait son futur atelier d'artiste. Sa voix résonnait dans l'appartement, un mélange de fierté et de revendication. Pendant ce temps, les enfants de Vanessa couraient d'une pièce à l'autre, éclatant de rire, revendiquant des chambres imaginaires comme si les murs eux-mêmes reconnaîtraient leurs droits. Ah, pensais-je, une ironie creuse montant dans ma poitrine. Puis je le sentis ce regard posé sur moi et me retourner. Ma mère m'avait remarqué la première. Son sourire était large, parfaitement calculé, poli, presque théâtral. Nous terminons juste la répartition des espaces, dit-elle en me faisant un geste ample. Viens voir ce que nous avons prévu. Prévu pourquoi ? Demandai-je lentement, gardant une voix posée malgré la tension qui serrait ma cage thoracique. Pour la division de l'immeuble, bien sûr, répondit-elle d'un ton enjoué, comme si elle parlait d'un pique-nique dominical et non d'une redistribution illégitime de ma propriété. Nous avons imaginé un système équitable. Chaque enfant adulte reçoit un étage. Ton père et moi, nous prendrons le penthouse. J'inspirai profondément, comptant jusqu'à 10 pour contenir la colère qui menaçait d'éclater. Arrêtez, dis-je fermement, ma voix tranchant net le brouhaha. Tout le monde, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Maintenant. La pièce se figea. Marcus s'immobilisa, le maître ruban encore tendu, me regardant comme si j'étais devenue une étrangère dans un lieu familier. Les enfants de Vanessa s'arrêtèrent, indécis, ne sachant s'ils devaient poursuivre leur jeu ou obéir. Mes parents échangèrent un regard, l'assurance de tout à l'heure vacillant légèrement sous le poids de mon ton. Maya, ne sois pas dramatique, dit enfin Marcus, d'un ton agacé. Maman essaie juste d'organiser la manière dont nous allons partager l'immeuble. C'est un bien familial. On ne va pas te mettre à la rue. Tu gardes le rez-de-chaussée. Une vague glacée d'incrédulité m'envahit. Je posai mes mains sur le comptoir pour me stabiliser. Cet immeuble n'est pas un bien familial, dis-je lentement, articulant chaque mot avec précision. C'est ma propriété. J'en détiens la pleine possession par l'intermédiaire d'Apex Property Development LLC. Tout chaque mètre carré, chaque contrat de location, chaque modification structurelle m'appartient légalement. À ce moment-là, James fit un pas en avant, imposant dans sa sobriété. Il ouvrit sa mallette avec une précision mesurée, en sortant des dossiers impeccablement classés dont les pages luisaient sous la lumière du plafond. Je suis James Park, l'avocat immobilier de Mademoiselle Chen, dit-il d'une voix calme mais ferme, qui imposait le silence. Voici les documents de propriété du 842 Sterling Loft. Il les disposa soigneusement sur la table du buffet, les feuilles frémirent légèrement, comme si le poids de leur légitimité était trop lourd pour l'atmosphère. Instinctivement, tous s'approchèrent, attirés par la solidité de la preuve matérielle. Je vis le sourire de ma mère vaciller, remplacé par la plus légère des hésitations. Marcus changea de position, évitant soigneusement mon regard. Les enfants de Vanessa murmurèrent entre eux, percevant le changement soudain d'atmosphère, leur excitation d'autrefois s'éteignit sous le poids d'une vérité légale désormais tangible. James poursuivit, désignant les documents avec un stylo argenté. Chaque étage, chaque unité, chaque centimètre carré est enregistré au nom de Mademoiselle Chen et d'Apex Property Development LLC. Aucun accord verbal, aucun consensus familial, et certainement aucune supposition ne confère à quiconque un droit sur cet espace. La loi est claire. La pièce sembla soudain se rétrécir, les murs se refermant autour de la prise de conscience collective, le récit qu'il s'était inventé, celui du partage, de l'héritage, du droit implicite, ne tenait plus. J'observais ma famille digérer l'information, leurs gestes devenus hésitants, leur voix plus basse, leurs sourires remplacés par des regards inquiets. Je relâchai lentement mon souffle, sentant enfin mon cœur reprendre un rythme normal. Ce n'était pas qu'une confrontation, c'était une reprise. Une affirmation claire que le respect de mes limites, de mes investissements et de mes décisions n'était pas négociable. Et en regardant les documents que James venait d'exposer, je ressentis le premier soulagement depuis des heures, la certitude que ce que j'avais bâti m'appartenait toujours. Il disposa soigneusement les dossiers sur la table pliante,
repoussant au passage des assiettes en carton vide et des gobelets à moitié remplis, vestiges d'un brunch improvisé quelques semaines plus tôt. Les papiers, eux, étaient nets, officiels, irréfutables. Apex Property Development avait acquis l'immeuble entier 23 mois auparavant pour 1,8 million de dollars, et chaque registre mentionnait clairement le nom de Maya Chen comme unique propriétaire. Aucune signature familiale, aucun indice de fiducie ou d'accord partagé n'apparaissait nulle part. Mon père prit l'un des dossiers et parcourut les pages, ses yeux suivant ligne après ligne de clauses juridiques soigneusement rédigées. Mais Maya a acheté ça avec l'argent de la famille, marmonna-t-il, tentant de paraître sûr de lui, bien que son ton trahît son incertitude. Je secouai vivement la tête. Quand vous m'avez donné 20 000 dollars il y a 8 ans pour lancer ma société de conseil en logiciel, c'était un prêt entièrement remboursé avec intérêt en 18 mois. J'ai les chèques annulés pour le prouver. Cette somme n'a aucun lien avec l'acquisition de cet immeuble. Je l'ai acheté exclusivement grâce aux bénéfices générés par Apex Property Development. Rien d'autre. Vanessa s'avança, les bras croisés dans une posture défensive, l'incrédulité assombrissant son visage. Tu ne nous as jamais dit que tu possédais tout un immeuble. On pensait que c'était juste un appartement que tu louais quelque part au centre-ville. Un élan d'incrédulité me traversa. J'ai personnellement invité chacun de vous à l'inauguration, il y a 18 mois. L'invitation indiquait clairement, Apex Property Development présente, 842 Sterling Loft, un projet de Maya Chen. Ce n'était ni un appartement de loisirs, ni une aventure secondaire, c'était mon projet professionnel de développement immobilier. Vous avez simplement choisi de l'ignorer. Elle fronça les sourcils, déstabilisée, cherchant une réplique. Nous avons juste supposé que tu avais mieux à faire que d'assister à ton petit événement immobilier, finit-elle par dire. Ces mots me frappèrent plus durement que je ne l'aurais cru, un mélange de frustration et d'incrédulité se nouant dans mon ventre. Mieux à faire ? Pendant que je passais des années à négocier, à obtenir des permis, à rédiger des baux, à superviser des rénovations et à veiller des nuits entières pour sécuriser le financement, ma famille avait balayé tout cela d'un revers de main, comme si mes réussites n'étaient que des passe-temps sans importance. Je jetai un regard aux autres visages dans la pièce. Marcus baissa les yeux, marmonnant quelque chose d'accent grave peine audible, tandis que l'expression de ma mère oscillait entre l'irritation et la gêne. Les enfants de Vanessa s'accrochèrent à ses jambes, percevant la tension et se figeant soudain, intimidés par la gravité de l'instant. Même mon père semblait à court de mots, son assurance habituelle remplacée par une hésitation lourde. James fit un pas en avant, posant une main rassurante sur mon épaule avant de se tourner vers la salle. « Soyons clairs, dit-il d'une voix ferme, imposant le silence sans hausser le ton. Le bien, tel que documenté, est légalement enregistré au nom de Mademoiselle Chen. Aucune supposition, aucune réunion de famille, aucun accord verbal ne peut changer cette réalité. Tous les droits, responsabilités et décisions concernant le 842 Sterling Loft lui appartiennent exclusivement. Je sentis une vague de calme m'envahir, une stabilité revenir à mesure que la vérité de ma propriété s'imposait dans la pièce. Il ne s'agissait pas de confrontation ni de punition, mais simplement de reconnaître la réalité. Pourtant, l'air restait chargé une lutte silencieuse entre l'illusion et la loi, entre le sentiment d'avoir droit et la légitimité. Ma mère ouvrit la bouche, prête à répondre, mais le regard de James croisa le sien ferme, inébranlable. Le silence retomba aussitôt, et l'énergie de la pièce se transforma, chacun commençant à comprendre que le récit qu'ils avaient entretenu se répartir les coins, attribuer les étages, prétendre contrôler ne tenait pas face aux faits. Je soupirai doucement, laissant le moment se déposer autour de nous, un mélange de soulagement, de tension et d'une évidence muette, mes limites allaient enfin être respectées. James fouilla méthodiquement dans sa mallette et en sortit d'autres dossiers, plus épais les uns que les autres. Les actifs de Mademoiselle Chen s'étendent bien au-delà de cet immeuble, commença-t-il d'une voix posée mais autoritaire. Elle possède 3 immeubles commerciaux et 5 complexes résidentiels dans les limites de la ville. Son portefeuille est estimé, de manière prudente, à environ 8,3 millions de dollars. Des yeux s'écarquillèrent autour de la pièce. Marcus cligna des yeux, son assurance s'évanouissant peu à peu. « Attends, il y a vraiment des gens qui vivent ici ? » « Des locataires ?» demanda-t-il lentement, l'incertitude perçant dans sa voix. « Oui,
dis-je fermement en avançant d'un pas. Le rez-de-chaussée abrite un café-boutique, une entreprise florissante générant un loyer mensuel de 15 000 $. L'unité nord-est du 2e étage est occupée par un graphiste. L'appartement ouest du 3e étage est loué à un jeune couple. Tous les baux sont signés et juridiquement contraignants. Ce ne sont ni des suggestions, ni des arrangements temporaires, ce sont des contrats officiels, exécutoires. L'expression de ma mère se crispa, la stupeur se peignant sur son visage. Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Le bâtiment semblait vide quand nous sommes arrivés. Je penchai légèrement la tête, gardant une voix calme mais ferme. L'unité nord-ouest du 2e étage et l'appartement et du 3e sont actuellement entre 2 locataires, d'où leur apparence vide. Et le penthouse du 4e étage? C'est ma résidence personnelle. L'espace dans lequel tu te tiens en ce moment, maman, est également ma maison. Tu es en infraction. Le mot résonna dans l'air comme le son d'une cloche, lourd, impossible à ignorer. La voix de mon père monta, tendue de frustration. Nous sommes une famille. Tu lui as donné les clés, Maya. Elle devrait pouvoir. Je le coupai, mon ton glacé mais mesuré. J'ai confié à maman une clé d'urgence pendant ma chirurgie l'année dernière, strictement pour des cas exceptionnels. Elle n'a jamais été destinée à un usage non autorisé, et encore moins à organiser une réunion familiale où vous redistribuez mes biens à votre guise. La tension monta d'un cran lorsque l'un des agents de sécurité fit un pas en avant, le dos droit, la main reposant près de sa ceinture où brillaient ses équipements. Madame, nous sommes tout à fait prêts à escorter tout le monde hors des lieux si nécessaire, dit-il d'une voix calme et ferme. Son regard balaya la pièce, évaluant la résistance, jaugeant la soumission. Tante Linda se tortilla, ses doigts jouant nerveusement avec le bord de sa manche. Elle lança un regard hésitant vers mes parents, puis vers Marcus et Vanessa, visiblement mal à l'aise. Le poids du moment s'abattit sur la pièce, plongée dans un silence seulement troublé par le froissement de quelques papiers et le bourdonnement lointain de la ville au-delà des hautes fenêtres. Je pris une profonde inspiration pour me recentrer. Il ne s'agit pas de punition, dis-je d'une voix égale en croisant le regard de chacun. Il s'agit de respect, de l'égalité, et de reconnaissance du fait que cet espace, mon espace, n'est pas un bien communautaire. Les décisions concernant les locataires, les rénovations ou l'usage personnel relèvent exclusivement de moi. Je ne tolérerai plus aucune intrusion, interprétation ou prétention d'autorité. Marcus ouvrit la bouche pour répliquer, mais le regard tranchant et inébranlable de James, renforcé par la présence visible de la sécurité, le fit Jeannette. Vanessa jeta un coup d'œil à ses enfants, puis de nouveau vers moi, une lueur de culpabilité traversant fugacement son visage. Ma mère se raidit, la mâchoire serrée, comme si elle luttait intérieurement contre l'évidence. Ces suppositions n'avaient aucun fondement légal. Je sentis une vague de calme déterminé m'envahir. Enfin, les faits étaient irréfutables, la loi claire et mes limites parfaitement définies. Les prochaines décisions qu'il s'agisse d'obtempérer ou de partir leur appartiendraient, mais moi, je resterai ferme, protégeant chaque centimètre de mon investissement et de mon refuge personnel. Peut-être devrions-nous simplement partir, dit tante Linda d'une voix hésitante, se balançant d'un pied sur l'autre. Tout cela ressemble à un simple malentendu. Nous pourrons clarifier plus tard. Ce n'est pas un malentendu, intervint sèchement maman, sa voix ferme et inébranlable. Maya doit comprendre l'importance de la famille. Elle garde trop de choses pour elle seule. Cet immeuble, il est bien trop grand pour une seule personne. Elle se montre égoïste en tout gardant, alors que nous pourrions vivre ensemble, comme une famille. L'expression de James se durcit, sa mâchoire serrée, les yeux légèrement plissés alors qu'il croisait les bras. Madame Chin, dit-il d'un ton mesuré mais résolu, votre fille possède ce bien en pleine propriété. 3 baux légalement contraignants sont en vigueur, et elle y réside elle-même. Elle détient l'entière autorité pour décider qui peut entrer, occuper une unité ou accéder au lieu. Vous ne disposez d'aucun droit légal sur quelque partie de cet immeuble que ce soit, indépendamment de vos liens familiaux. Vanessa s'avança, les bras croisés, les sourcils froncés d'indignation. Maya a toujours eu de l'argent, lança-t-elle d'une voix chargée de frustration. Le moins qu'elle puisse faire, c'est aider la famille. Nous avons, nous aussi, des besoins, tu sais.
Je pris une profonde inspiration, forçant la patience à travers la chaleur de la colère qui montait dans ma poitrine. Quel besoin? Demandai-je calmement, mais avec une pointe d'acier dans la voix. Mon regard parcourut lentement la pièce, s'arrêtant sur chacun d'eux à mesure que je parlais. Marcus, tu vis dans un appartement de 2 chambres où tu ne m'as jamais invité. Le mois dernier, tu as dit à maman que tu avais des difficultés professionnelles et que tu avais besoin d'une aide pour payer ton loyer. Est-ce qu'elle t'a aidé? Marcus se tortilla, évitant mon regard, les mains nerveuses. Le silence tomba quelques secondes avant que je ne continue, me tournant vers Vanessa. Vanessa, tu conduis un SUV flambant neuf et tu rentres à peine d'une semaine de vacances à Cancun. Tes enfants fréquentent une école privée dont les frais de scolarité dépassent sans doute la plupart des salaires annuels. Ce sont de ces besoins que tu parles? Je me tournai ensuite vers mon père, laissant ma voix se répercuter dans la pièce. Papa, tu passes tes matinées et tes week-ends au country club, à jouer au golf 3 fois par semaine. Ton emploi du temps est tranquille, sans contrainte, et entièrement financé. Et toi, maman, tu as refait la décoration de toute la maison l'an dernier, chaque pièce avec de nouveaux meubles, de la peinture et des luminaires. Ce ne sont pas les difficultés de gens dans le besoin. Ce sont les choix de personnes à l'aise. La pièce tomba dans un silence lourd, l'atmosphère changeant subtilement. Les épaules de maman se raidirent, un bref doute traversant son regard avant qu'elle ne reprenne contenance. Vanessa ouvrit la bouche, prête à répondre, mais aucun mot n'en sortit. Marcus fixa le sol, mal à l'aise, tandis que tante Linda triturait nerveusement le bord de sa manche, visiblement gênée par la confrontation qui se déroulait sous ses yeux. James se pencha légèrement en avant, renforçant sa présence. Les droits légaux de mademoiselle Chin sont incontestables, déclara-t-il d'une voix ferme. Les obligations familiales ne supplantent pas la loi sur la propriété. Toute tentative d'occuper, de modifier ou de revendiquer une partie du 842 Sterling Loft sans son consentement explicite constituerait une infraction passible de mesures d'exécution. L'un des agents de sécurité ajusta sa posture près de la porte, un geste subtil mais clair, quiconque refuserait de partir ou de reconnaître l'autorité de Maya pourrait être escorté dehors, calmement, sans incident. Je pris une lente inspiration, ressentant un mélange de soulagement et d'épuisement. Je n'étais pas là pour humilier ni blâmer, mais pour établir des limites et affirmer mes droits légitimes. À présent, la ligne était tracée avec netteté. Il n'y aurait ni négociation, ni débat, ni réécriture des faits. Les lèvres de maman se pincèrent, blanches sous la tension. Vanessa mordilla sa lèvre inférieure, indécise, tandis que Marcus évitait soigneusement mon regard. Le silence s'épaissit, chaque seconde semblant s'étirer, jusqu'à ce que le poids de la vérité retombe sur chacun d'eux comme une présence lourde et indéniable. Aucun de vous ne vit dans la difficulté, dis-je lentement, pesant chaque mot. Vous voulez simplement plus, et vous avez décidé que mes biens devraient, par magie, devenir les vôtres. Vous possédez déjà tant des maisons, des voitures, des vacances et pourtant, vous exigez que je vous remette ce que j'ai mis des décennies à construire. Les yeux de maman se remplirent de larmes, les traits de son visage tendus par l'émotion. Plusieurs immeubles, pourquoi ne peux-tu pas partager? Murmura-t-elle d'une voix tremblante. Parce que je les ai gagnés, répliquai-je, ma voix montant légèrement, mais gardant son calme. J'ai bâti ma société de conseil en logiciel à partir de rien, juste des idées, de la détermination et d'innombrables nuits de travail. J'ai économisé chaque dollar, appris les rouages de l'investissement immobilier, pris des risques calculés et constitué un portefeuille qui représente mon sang, ma sueur et ma stratégie. J'ai tout fait seul. Aucun de vous n'a contribué. La plupart n'ont même pas cru que je réussirais. Je sortis mon téléphone de ma poche, faisant défiler les messages que j'avais conservés comme preuve de la façon dont mes réussites avaient été minimisées. Regardez ça, dis-je en tenant l'écran bien en vue. Voici ce que vous m'avez écrit, il y a 2 ans, quand j'ai annoncé que j'achetais le 842 Sterling Loft. Marcus avait tapé, ouais, c'est ça, Maya. Tu peux à peine payer ton loyer. Vanessa avait ajouté, arrête d'inventer des histoires pour attirer l'attention. Et les mots de maman brillaient à l'écran, c'est mignon, ma chérie. Préviens-nous quand tu auras besoin d'aide pour une vraie planification financière. La pièce tomba dans un silence absolu.
Même les enfants de Vanessa, qui couraient encore quelques minutes plus tôt, s'immobilisèrent, les yeux écarquillés, conscients de la gravité du moment. Les rayons du soleil traversant les fenêtres illuminaient les particules de poussière dans l'air, donnant à la scène une atmosphère presque irréelle, suspendue dans le temps. James avança, ses gestes calmes, mesurés, empreints d'autorité. Il sortit un autre dossier de sa mallette et le posa sur la table pliante avec un bruit sourd. « Ceci, déclara-t-il d'une voix qui résonna légèrement dans l'appartement spacieux, est un avis officiel d'intrusion. Vous êtes par la présente informé que vous occupez une propriété privée sans autorisation. La sécurité est habilitée à vous escorter hors des lieux immédiatement. Toute tentative de retour sans le consentement écrit explicite de Mademoiselle Chin entraînera une arrestation. » Les documents semblèrent absorber toute l'attention ambiante, l'autorité de la loi pesant sur chaque recoin de la pièce. La voix de mon père brisa le silence, incrédule et défensive. « Tu ne peux pas être sérieuse. Nous sommes une famille. Une famille ne s'introduit pas dans les bâtiments des siens pour s'y attribuer des appartements. » Je soutins son regard, refusant de laisser l'émotion colorer mes mots. « Une famille ne méprise pas les réussites des siens, dis-je lentement, ma voix tranchante comme l'acier, puis ne tente pas de s'approprier les fruits de ses réussites comme s'ils lui appartenaient. Vous ne pouvez pas réécrire l'histoire ni la propriété simplement parce que vous vous sentez en droit. » La mâchoire de Marcus se crispa. Il fit un pas en avant, les épaules tendues, les yeux brûlants d'un mélange de rage et d'incrédulité. Ses poings se serrèrent le long de son corps. « C'est absurde. Tu agis comme si cet immeuble était un temple sacré, mais ce n'est qu'un bien matériel. Tu ne peux pas tout garder pour toi pendant que nous, on n'a rien. » Je pris une profonde inspiration, m'ancrant dans le calme, refusant de lui donner la satisfaction d'une réaction. Mon regard parcourut la pièce, le visage anxieux de Vanessa, les mains tremblantes de maman, la posture raide de papa, et mes jeunes cousins blottis près de la fenêtre, observant la tempête silencieuse. James bougea légèrement, rappel vivant que la loi se tenait de mon côté. Les deux agents de sécurité s'étaient déplacés discrètement, se plaçant stratégiquement près de la sortie, leur attitude calme contrastant avec la tension grandissante. « Il ne s'agit pas d'avidité, repris-je d'une voix froide mais précise. Il s'agit de reconnaissance, de respect et de légalité. Vous ne pouvez pas modifier les règles de la propriété parce que vous pensez que les liens du sang confèrent un droit automatique. Mon travail, mes risques, mes décisions, tout cela m'appartient. À moi seul. À personne d'autre. » Le silence se fit complet. Même l'air semblait plus lourd, comme si le poids de mes paroles avait cloué chacun sur place. Les poings de Marcus se desserrèrent, Vanessa mordit sa lèvre, maman cligna rapidement des yeux, et les mains de papa retombèrent lentement le long de son corps. Le moment était tendu, chargé, irrévocable. Je me redressai, imposant ma présence. À présent, je vous suggère de réfléchir attentivement à vos prochaines actions. Cet immeuble, ses locataires et mon foyer ne sont pas sujets à négociation. Votre seule option est la conformité. Les yeux de Marcus s'enflammèrent, mais l'autorité dans la posture de James, ainsi que la vigilance silencieuse de l'équipe de sécurité, rendaient évident que toute résistance serait immédiatement contenue. « Alors quoi ?» lança Marcus, la voix brisée par la frustration. « Tu vas simplement nous mettre dehors ? Nous humilier devant tout le monde ?» Je le fixai droit dans les yeux, calme mais inflexible. « Non, Marcus. Vous vous êtes déjà humilié vous-même, dis-je d'une voix ferme et maîtrisée. Vous êtes entré par effraction dans ma propriété sous prétexte d'une fête, vous avez réparti les appartements comme s'ils vous appartenaient, et vous avez tout diffusé à la famille, comme si vous aviez le moindre droit sur mon espace. Je ne fais que rétablir les faits. » Les agents de sécurité se mirent en mouvement avec une précision silencieuse, escortant chaque adulte vers l'escalier. Leur présence restait discrète mais indubitablement sérieuse, le simple poids de leur vigilance suffisait à faire passer le message, aucune résistance ne serait tolérée. Tante Linda attrapa précipitamment son sac et son manteau, évitant soigneusement mon regard, comme si ignorer la scène pouvait effacer le chaos de la matinée. Mes jeunes cousins sortirent à sa suite, murmurant entre eux avec des regards inquiets par-dessus leurs épaules. Les enfants de Vanessa traînèrent un instant, la confusion se lisant dans leurs grands yeux,
jusqu'à ce que leur mère les pousse doucement mais fermement vers la sortie, la voix désormais basse, dépouillée de toute défiance. Maman resta figée dans l'embrasure de la porte, les épaules affaissées, des larmes brillant sur ses joues. « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça, à ta propre mère, murmura-t-elle d'une voix étranglée, tremblante de chagrin et d'incrédulité. Et moi, je n'arrive pas à croire que tu aies volé mes clés, pénétré dans mon immeuble sans autorisation, et tenté de distribuer mes biens comme s'ils t'appartenaient, répondis-je calmement, mes mots tranchant l'air chargé d'émotion. Ta propre fille. Ses lèvres se pincèrent, et l'orage de ses émotions se lut dans les traits crispés de son visage. Finalement, elle tourna les talons et quitta la pièce sans un mot de plus. Le léger déclic de la porte marqua son départ. Seul Marcus demeurait, cloué sur place, les mains agrippées au bord du plan de travail qu'il avait un jour mesuré pour son soi-disant futur atelier. Il regarda autour de lui, contemplant la pièce qu'il avait traitée comme son futur domaine, désormais baignée d'une lumière crue filtrant à travers les grandes fenêtres du loft, chaque rayon soulignant la réalité de son erreur. Je sortis mon téléphone et ouvris mon fil Instagram. J'ai déjà publié que j'emménageais dans mon nouveau loft, dis-je en faisant défiler des images de l'entrée majestueuse, des pièces lumineuses et d'un coin bureau soigneusement aménagé. La mâchoire de Marcus se crispa. Dans ce cas, tu devrais peut-être publier une correction, ajoutai-je doucement, presque sur un ton de conversation, une pointe de sarcasme glissant sous le calme de ma voix. Il finit par se retourner, son visage un mélange de frustration et de défaite, puis claqua violemment la porte derrière lui. L'écho résonna contre les murs, se répercutant dans le loft silencieux. Le son persista, comme un point final à la confrontation, laissant derrière lui une sérénité lourde, chargée de la tension qui s'évanouissait lentement. Je restai debout au centre de l'appartement, observant l'espace vide qui, quelques instants plus tôt, débordait encore d'arrogance, de bavardage et de revendications infondées. Une légère odeur de café provenant de la boutique du rez-de-chaussée monta jusqu'à moi, se mêlant à la chaleur du soleil et au parfum discret du bois ciré. Pour la première fois depuis des semaines, le loft me sembla véritablement à moi mon refuge, mon investissement, mon foyer. Et tandis que j'expirais lentement, sentant la lourde combinaison du soulagement et de la responsabilité, je sus que les limites étaient désormais clairement, définitivement établies. James observait attentivement pendant que Devon et l'équipe de sécurité de Sentinelle procédaient à une inspection complète du bâtiment. Leurs gestes étaient méthodiques, précis, une chorégraphie de professionnalisme. Chaque recoin, chaque couloir, chaque escalier fut vérifié, noté, photographié. Dans l'unité nord-est, un mètre ruban, celui de Marcus, gisait abandonné sur le sol, vestige de ses ambitions déplacées. Dans une autre pièce, des jouets colorés étaient éparpillés sur la moquette, témoins des explorations désordonnées des enfants de Vanessa. Dans un coin du penthouse, sur des tables pliantes, les plats de service de ma mère reposaient encore, vestiges d'une réunion qui n'aurait jamais dû avoir lieu. « Nous changerons toutes les serrures ce soir », annonça Devon, d'une voix nette et professionnelle. Chaque entrée, chaque appartement, chaque bureau. Nous installerons un système de sécurité complet, avec caméra à tous les points d'accès. Personne ne pourra entrer sans votre autorisation explicite. Parfait, répondis-je, sentant le soulagement adoucir ma voix. Et, Devon, qu'en est-il des clés d'urgence déjà distribuées? Il hocha la tête, une ombre de regret traversant son visage. Plus aucune clé d'urgence pour les membres de la famille. J'aurais dû vérifier son autorisation avant. Je m'en excuse. Ce n'est pas votre faute, dis-je en expirant longuement. Elle était convaincante. On comprend facilement comment quelqu'un aurait pu se laisser berner. James rangeait soigneusement ses dossiers et documents juridiques, refermant sa mallette d'un claquement net et définitif. Maya, sois prête. Il pourrait tenter quelque chose de similaire à l'avenir. Ta mère semblait vraiment convaincue d'avoir un droit légal sur la propriété. Je me redressai, le regard ferme. Alors nous y ferons face à nouveau. Avocat, police, tout ce qu'il faudra. Il n'y a aucune zone grise quand il s'agit de propriété. À minuit, les serruriers avaient terminé leur travail. De nouvelles serrures ornaient chaque porte, des claviers électroniques remplaçaient les anciens mécanismes, et des codes numériques garantissaient un contrôle total sur chaque entrée. Les caméras de surveillance s'activèrent silencieusement,
leurs objectifs balayant les couloirs et les espaces communs, enregistrant chaque mouvement. Pour la première fois depuis des semaines, le 842 Sterling Loft paraissait sûr, intouchable, mon investissement et mon refuge enfin protégé. Le lendemain matin, le groupe familial de messagerie explosa dans le chaos. Les messages fusaient comme des étincelles d'un feu mal éteint. Marcus. Maya nous a fait arrêter pour un simple dîner de famille, disait l'un. Un autre suivait. Maman, elle met sa propriété au-dessus de sa propre famille. Je ne reconnais plus ma fille. Vanessa ajouta. Mes enfants ont été traumatisés par les agents de sécurité. Maya devrait avoir honte. Puis, au milieu de cette tempête, un message privé d'amis apparut sur mon téléphone, une oasis de lucidité dans le vacarme. Pour mémoire, personne n'a été arrêté, et l'équipe de sécurité a agi avec un professionnalisme irréprochable. Ta famille réécrit les faits pour correspondre à son récit. Je fis défiler les messages, ressentant toute l'absurdité de leurs accusations. Puis, sans hésiter, je mis le groupe en sourdine, réduisant au silence ce flot incessant de souvenirs déformés et d'indignation mal placée. 3 semaines plus tard, le système prouva son efficacité. Mon téléphone vibra, signalant une tentative d'accès au bâtiment avec une ancienne clé. Devon vérifia aussitôt et confirma l'intrusion. En quelques minutes, des policiers arrivèrent sur place, calmes mais fermes, et remirent à ma mère un avertissement officiel pour violation de propriété. Le ton était sans équivoque, l'immeuble, mon domicile et les espaces de mes locataires étaient légalement protégés. Toute nouvelle tentative d'entrée sans autorisation serait considérée comme une infraction pénale. Debout dans le hall silencieux, le reflet des moniteurs de sécurité se projetant sur les surfaces polies, je ressentis enfin une paix véritable. Le chaos, l'ingérence, le sentiment d'invasion, tout cela appartenait au passé. Mes limites étaient établies, renforcées par la loi, et pour la première fois, mon immeuble m'appartenait pleinement à nouveau. Ma mère raconta sa version aux voisins et à la famille, affirmant que j'avais appelé la police contre elle pour un simple malentendu. Dans son récit, j'étais devenue froide, déraisonnable, la méchante de son drame bien rodé. Pendant ce temps, le locataire du café au rez-de-chaussée me surprit avec une carte de remerciement écrite à la main, l'encre légèrement bavée. Nous avons remarqué la sécurité renforcée et nous vous remercions sincèrement de prendre la sûreté du bâtiment au sérieux. D'autres locataires exprimèrent la même gratitude, m'envoyant des messages, des courriels, ou passant me saluer pour me dire que mes décisions avaient protégé leur foyer et leurs moyens de subsistance. J'appris aussi que ma mère avait déjà tenté à 2 reprises de faire visiter le bâtiment à des amis avant le fameux dîner du dimanche, se présentant comme la gestionnaire des lieux et s'attribuant un rôle qu'elle n'avait jamais eu. Découvrir son audace fut troublant, mais cela confirma la justesse de mes décisions fermes. 6 mois plus tard, le 842 Sterling Loft prospérait. Tous les logements étaient loués, le taux d'occupation atteignait 100%, et les revenus locatifs s'étaient stabilisés, garantissant la rentabilité et la bonne gestion du bien. La valeur de la propriété avait grimpé à 2,1 millions de dollars, preuve du soin et des améliorations que j'y avais apportées. Grâce à la plus-value obtenue par le refinancement, j'acquis un 4e immeuble commercial, consolidant ma position sur le marché immobilier. Pendant ce temps, Marcus publiait des photos de son petit studio en ligne, prêchant l'humilité et rejetant le matérialisme, comme si l'incident du Sterling Loft lui avait inspiré une morale qu'il n'avait jamais eue. Vanessa, quant à elle, racontait à qui voulait l'entendre que j'étais devenue nouvelle riche, affirmant que mon ambition m'avait fait perdre tout sens de la famille. Ma mère continuait ses tentatives de manipulation émotionnelle, m'envoyant des messages dégoulinants de culpabilité sur la fille ingrate que j'étais devenue, préférant l'argent à sa famille. Aucun d'eux n'avait admis ses torts, s'être introduit illégalement dans mon immeuble, avoir tenté d'en revendiquer la propriété ou avoir menti sur des arrestations imaginaires. Leur refus d'assumer leurs actes rendait leurs accusations creuses et dérisoires. Quelques mois plus tard, l'audace de Vanessa atteignit un nouveau sommet. Elle me demanda si elle pouvait louer l'un de mes appartements à tarif familial, présentant cela comme une petite faveur. Ma réponse fut nette. Non. Mes immeubles ne sont pas des biens familiaux. Ce sont mes biens, construits avec mon travail, mon argent et mes risques. Une frontière simple mais nécessaire, un rappel que mon succès venait de l'effort et de la stratégie, pas du privilège ni du partage forcé.
Je compris alors que ceux qui méprisent vos réussites sont souvent les premiers à vouloir s'en emparer quand elles deviennent indéniables. Ils ne peuvent pas réclamer ce qu'ils n'ont pas mérité, ni comprendre l'effort qu'il faut pour y parvenir. Mes étages, mes locataires, mes investissements, rien de tout cela ne leur appartenait. Près d'un an après ce dimanche chaotique, une lettre arriva dans ma boîte aux lettres. L'enveloppe, épaisse et officielle, portait le logo d'un cabinet d'avocats que je ne connaissais pas. À l'intérieur, une copie certifiée d'une assignation en justice. Ma mère et mes frères et sœurs réclamaient des parts de propriété du 842 Sterling Loft, invoquant de prétendus accords oraux et des partenariats implicites. Leur démarche, aussi audacieuse qu'irréaliste, cherchait à réécrire la réalité par intimidation juridique plutôt que par mérite. Je parcourus les documents attentivement, notant le récit inventé qu'ils avaient construit, tout en sachant que la loi et les preuves jouaient en ma faveur. Pendant un instant, je ressentis une froide satisfaction. Chaque bail, chaque acte d'achat, chaque relevé bancaire, chaque titre confirmait que ce que j'avais bâti, ils ne pourraient jamais le revendiquer légitimement. Mon travail reposait sur des fondations inébranlables, preuve que la persévérance et la rigueur valent bien plus que l'arrogance ou les promesses vides. Je transmis aussitôt le dossier à James, mes mains légèrement tremblantes malgré mon calme apparent. Il feuilleta les pages avec un mélange d'incrédulité et d'amusement contenu. « C'est une plainte frivole », dit-il finalement, tapotant le dossier du doigt. Ils n'ont ni contrat, ni preuve, ni document établissant un quelconque partenariat. Leur revendication est sans fondement. L'affaire ira-t-elle réellement devant les tribunaux ? Demandai-je en haussant un sourcil. Probablement pas, répondit James. Les juges voient ce genre de dossier tout le temps. Ils espèrent que tu accepteras un arrangement à l'amiable pour éviter les tracas, que tu leur céderas une petite part de ton travail afin qu'ils puissent revendiquer une victoire sans jamais l'avoir méritée. Ne le fais pas. Ne leur donne pas cette satisfaction. Je ne l'ai pas fait. 2 mois plus tard, le verdict est tombé. Le juge a rejeté l'affaire dans son intégralité et a ordonné à ma famille de couvrir mes frais juridiques 11 200 $, une somme qu'ils ne s'attendaient pas à devoir payer. La réaction fut immédiate et furieuse. Marcus me traita de vendu sans cœur, esclave du monde des affaires. Ma mère m'envoya un courriel si long qu'il aurait pu être publié comme une nouvelle, se lamentant sur la façon dont j'avais, selon elle, détruit la famille pour de l'argent. Les messages de Vanessa étaient amers et laconiques, une colère déguisée en indignation morale. Pourtant, quelque chose attira mon attention dans les semaines qui suivirent ma victoire juridique. Le procès avait échoué, mais leur comportement changea subtilement. Marcus, habituellement bruyant et arrogant, m'approcha discrètement un après-midi pour me demander s'il existait des postes de débutants en gestion immobilière. Vanessa m'écrivit pour poser des questions sur les investissements, sollicitant presque timidement mes conseils. Mon père, qui avait passé des décennies à minimiser mes réussites, mentionna avec nonchalance qu'il avait toujours été curieux à propos de l'immobilier commercial et me demanda si je cherchais un associé. Il ne cherchait pas la réconciliation. Il ne tentait pas de réparer les liens brisés. Il cherchait un raccourci, un moyen de profiter des fruits de mon travail maintenant que le vol pur et simple avait échoué. J'ai décliné chacune de leurs demandes, poliment mais fermement. Le message devait être clair, accéder à mes réussites exigeait de l'effort, du dévouement et du mérite, pas du droit acquis. Depuis, mon portefeuille immobilier a connu une croissance exponentielle. 6 immeubles commerciaux, 8 complexes résidentiels, répartis dans 3 villes, générant chacun des revenus stables. Mon revenu annuel dépasse désormais 2,3 millions de $. J'emploie une équipe de 12 professionnels dévoués, gestionnaires, techniciens d'entretien et spécialistes de la location. Chaque jour, je supervise les opérations, j'étudie de nouvelles opportunités d'investissement et je planifie l'expansion continue de mon entreprise. Le mois dernier, un magazine économique local a publié un article sur ma carrière, Maya Chin, comment une femme a bâti un empire du code à l'immobilier. L'article retraçait mon parcours, de la consultante en logiciel à la promotrice immobilière, détaillant chaque risque calculé, chaque nuit blanche et chaque décision stratégique qui ont mené à l'empire que je dirige aujourd'hui. Ma mère a appelé le magazine pour se plaindre que l'article n'évoquait pas le soutien familial.
L'éditeur lui a répondu poliment que les publications ne rapportent que des faits vérifiables, et que les réussites, la propriété légale et les investissements documentés ne se plient pas au récit personnel. Dans mon bureau, encadré et accroché au mur, se trouvent les actes de propriété du 842 Sterling Loft. Ils me rappellent chaque jour que la propriété ne se résume pas à un nom sur un papier, c'est une responsabilité, un risque, un travail et un investissement. Ma famille voulait les récompenses sans fournir l'effort, sans assumer les risques, sans traverser les insomnies ni les calculs constants. Ils désiraient accéder aux résultats, espérant pouvoir s'en attribuer le mérite. Mais la propriété se mérite par le travail, la persévérance et l'engagement absolu. Et cela, je l'ai prouvé non seulement aux tribunaux, non seulement au monde, mais à moi-même. Ils avaient organisé un simple dîner dominical dans mon immeuble, et dans leur esprit, cela leur conférait un droit automatique sur les étages, les places de stationnement, voire une part du capital qu'ils n'avaient ni gagné, ni financé, ni eu la vision d'acquérir. Mais l'immobilier ne fonctionne pas sur les sentiments ni sur les liens familiaux. Le succès n'est pas dicté par le désir ou l'attente. Les réussites se gagnent par l'effort, le risque et la persistance, non en s'installant chez quelqu'un d'autre pour diviser ce qui ne vous appartient pas. Cette nuit-là, j'ai changé toutes les serrures à minuit, installé des claviers à code, des verrous de sécurité et un système de surveillance, m'assurant que plus personne ne puisse répéter cette intrusion. J'ai vérifié chaque porte, observé les caméras s'allumer, et pour la première fois depuis des semaines, j'ai respiré pleinement, sachant que ma propriété, le fruit de mon travail, était enfin en sécurité. Je ne me suis pas retourné. Le passé était réglé, la violation résolue, et la leçon solidement apprise. Aujourd'hui, quand je traverse le 842 Sterling Loft, je le vois sous un nouveau jour. Le café du rez-de-chaussée bourdonne d'activité, les baristas annoncent les commandes, l'arôme du café fraîchement préparé emplit l'air. Les locataires me saluent en souriant, sincèrement heureux, chacun d'eux épanoui dans un espace que j'ai défendu bec et ongles. À l'étage, les appartements sont occupés par des locataires responsables qui paient leur loyer à temps, entretiennent les lieux et respectent la propriété. Je monte jusqu'à mon penthouse, dont les fenêtres encadrent une vue panoramique sur les toits illuminés de la ville. Les lumières scintillent au loin tandis que la nuit tombe, reflétant l'énergie et les opportunités qui m'ont inspiré à bâtir cet empire. Et à cet instant, je me souviens de ce dîner du dimanche. Je me souviens de l'audace de ma famille, riant et revendiquant ce qui ne leur appartenait pas. Je revois Marcus prenant des mesures, Vanessa attribuant des chambres imaginaires à ses enfants, ma mère insistant pour que je partage. Et je me souviens du mot que je répétais dans ma tête, ferme et inébranlable, non. Parfois, je réalise que le mot le plus important en affaires est le même que celui qu'il faut employer avec la famille, frontière. Claire, inébranlable, non négociable. Sans elle, le succès peut être volé, le respect ignoré et l'effort dévalorisé. Je possède mes immeubles. Chaque brique, chaque bail, chaque recoin de chaque étage m'appartient. Aucun dîner du dimanche, aucune supplication, aucune culpabilité, aucun sentiment d'injustice ne changera jamais cette vérité. Mon travail, mon risque, ma vision, tout cela est à moi. Et tandis que je contemple la ville depuis mon penthouse, la réalité s'impose pleinement. Protéger ce que l'on a gagné ne concerne pas seulement l'argent, c'est une question de respect, d'autonomie et de fidélité à la valeur de son propre labeur.